Bonsoir, nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Bienvenue pour cette édition du journal du lundi 15 juin. Voici les titres. Le feu vert a été donné hier soir par le président de la République. Après les terrasses, les bars, cafés et restaurants peuvent rouvrir totalement depuis aujourd'hui en Ile-de-France. Un soulagement pour les professionnels du secteur. Reportage à Montigny-le-Bretonneux. Autre annonce d'Emmanuel Macron, l'école redeviendra obligatoire dès le 22 juin pour tous les élèves de maternelle, d'élémentaire et du collège. Les établissements ont une semaine pour se préparer. La rectrice de l'Académie de Versailles s'est déplacée cet après-midi à Vélizy-Villacoublay. Et en attendant le retour en classe, pourquoi ne pas profiter d'une histoire contée ? Les médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines en proposent en ligne en ce moment. Les bibliothécaires se sont prêtés au jeu interview. Ce dimanche, Emmanuel Macron a donc dévoilé les conditions de la nouvelle phase de déconfinement. L'Île-de-France passe en zone verte et les cafés, bars et restaurants peuvent donc rouvrir entièrement. Un protocole strict est néanmoins à respecter pour les restaurateurs qui sont plutôt satisfaits d'accueillir leurs clients à nouveau en salle. Exemple à Montigny-le-Bretonneux avec Mathilde Demilly et Aurélie Ronce. En salle ou en terrasse ? Les restaurateurs peuvent à présent reposer cette fameuse question suite aux annonces d'Emmanuel Macron. Même si le temps n'est pas encore au beau fixe, la réouverture des salles divise la clientèle. C'est vrai que c'est quand même plus agréable de s'asseoir, de se poser et de manger sur place. Ouais. C'est mieux d'être dehors, je pense, d'être à l'air libre. À partir du moment que les gestes barrières sont respectés, la distance est respectée, donc ça va. Il n'y a pas de... en terrasse ou intérieur, c'est pas un problème. Surpris par les annonces du président, ce restaurateur de Montigny-le-Bretonneux a eu à peine le temps de se préparer pour la réouverture. Il a rappelé dimanche soir ses 11 salariés pour revenir travailler à temps plein ce lundi matin. Pour nous, c'est un soulagement de pouvoir ouvrir. On attendait depuis tellement longtemps de retrouver un peu une vie normale. Néanmoins, quand même d'ouvrir en prévenant un peu, on aurait pu s'organiser mieux. Nous, on travaille essentiellement, quasiment que des produits frais. Donc pour s'approvisionner, c'est pas évident. Une table sur deux est occupée par des clients et sur ces deux salles, une seule est ouverte, ce qui représente 40 couverts sur 80. Depuis le 2 juin, il a dû investir pour pouvoir accueillir plus de monde en terrasse. La terrasse derrière, je peux mettre beaucoup de monde. Mais comme nos clients ne savaient pas et que la copropriété nous a alloué cet espace et que le temps d'acheter le matériel, parce que encore une fois, quand vous allez faire des achats pour une terrasse, vous n'avez pas forcément tout l'équipement. Forcément, notre activité elle est très impactée. En tout cas, on espère d'ici la fin d'année retrouver un fonctionnement plutôt normal. Pour ouvrir totalement, les restaurateurs devront respecter un protocole strict. 10 clients maximum par table, rendre le port du masque obligatoire pour se déplacer dans le restaurant et espacer les tables d'1 mètre. Autre annonce du président de la République, le retour de tous les élèves dans les écoles et collèges qui sera obligatoire à partir de lundi prochain, le 22 juin. Les écoles se préparent déjà. La rectrice de l'Académie de Versailles, Charline Avenel, s'est déplacée à Vélizy-Villacoublay cet après-midi. Sur place, Manon Varaldo et Mélanie Poquet. À l'école élémentaire Mozart de Vélizy-Villacoublay, on prépare la réouverture dans cet établissement d'une capacité totale de 280 élèves. Il y a actuellement 145 élèves par jour. La reprise totale est prévue le 22 juin, à quelques semaines seulement de la fin de l'année scolaire. C'est toujours utile de revoir ses élèves, oui. On attend juste les directives et puis ça va le faire. Cette reprise se prépare. La rectrice de l'Académie de Versailles, Charline Avenel, est présente pour expliquer l'organisation de cette fin d'année. Le retour des élèves va être préparé durant toute cette semaine. Le protocole sanitaire sera donc allégé. Au lieu d'avoir au moins 1 mètre entre chaque bureau, il y aura 1 mètre entre chaque élève. Donc vous voyez, ça permet de lever la contrainte de 10 par classe en maternelle, de 15 en élémentaire, et donc de réunir davantage d'enfants. De la même manière, les enfants auront le droit de revenir dans la cour jouer avec des ballons. C'est sans doute la mesure qui acte le plus concrètement le retour à la vie normale pour les enfants. Vous pourrez jouer au foot ? Le foot, ce serait un peu compliqué vu que après, si on a la balle dans les mains, il faut désinfecter tout. Eh ben oui. Et c'est pareil pour tout. Ça me fait un peu bizarre parce que j'ai été habituée à être dans une classe de 10. Et du coup, ça va être un changement. Il y aura moins de gestes barrières, donc ça va être
ça va beaucoup changer. Cet après-midi, une grande réunion était organisée par Jean-Michel Blanquer et les principaux syndicats du secteur pour que le protocole soit expliqué et ajusté. Puisqu'on parle de Vélizy-Villacoublay, on a appris aujourd'hui la disparition de Raymond Loisel, l'ancien maire de la ville, pendant 14 ans, entre 1990 et 2004. Il a été à l'origine de nombreux projets, construction de la crèche des Lutins, du centre d'art de Londe, et il a défendu également le dossier du tramway comme conseiller régional. Pascal Thévenot, maire actuel qui a été dans sa majorité, lui a rendu hommage sur le site internet de Vélizy, tout comme Valérie Pécresse sur son compte Twitter. La présidente de la région Île-de-France a fait part de son immense tristesse. C'est aux côtés de Raymond Loisel qu'elle avait commencé sa carrière politique. Raymond Loisel avait 90 ans. Mesure également de la nouvelle phase de déconfinement. Cela a été confirmé aujourd'hui. À partir de demain, il ne sera plus nécessaire de se munir d'une attestation employeur dans les transports en commun aux heures de pointe en Île-de-France. La préfecture de région l'a indiqué à la mi-journée. En revanche, le port du masque reste obligatoire pendant plusieurs semaines encore. L'Île-de-France qui passe donc au vert sur la carte du déconfinement, une épidémie qui est en recul, tout comme dans le département des Yvelines. Au dernier point de l'ARS, un seul foyer d'infection demeure. On ne connaît ni la localisation ni le nombre de malades concernés. Le département a compté jusqu'à 10 clusters pendant la crise. Sur le territoire, 509 personnes sont mortes à l'hôpital, un décès en plus pendant le week-end. 470 étaient toujours hospitalisés hier dimanche, soit 7 en moins entre vendredi et dimanche. 26 patients sont encore en réanimation. Dans les Yvelines, 2028 personnes ont été guéries de la Covid-19 après un passage à l'hôpital. Parce que c'est une des professions médicales les plus exposées, les dentistes ont fortement diminué leur activité pendant les 8 semaines de confinement, prodiguant seulement des soins d'urgence. Aujourd'hui, les 1034 praticiens du département ont repris leur consultation à un rythme quasi normal, marqué par des règles d'hygiène renforcées. Mélanie Poquet, Aurélie Ronze et Nicolas Dandry. Pour ce dentiste guyancourtois, les soins ont repris comme avant le Covid ou presque. Le nombre de consultations quotidiennes est réduit de moitié. L'organisation a été revue. Je les installe très rapidement dans cette pièce masquée et j'attends éventuellement au moins 20 minutes entre la fin de ma décontamination, c'est-à-dire le nettoyage complet, le rinçage, le nettoyage des surfaces, etc. Si surtout j'ai utilisé des aérosols ou c'est-à-dire une turbine que j'essaye d'éviter d'utiliser et puis un détartreur. Comme de nombreux praticiens, ce dentiste a totalement fermé son cabinet à l'annonce du confinement avant de se porter volontaire pour assurer les urgences. On n'avait plus du tout de matériel. J'entends le matériel, c'est plutôt les masques FFP2 qui nous posaient des problèmes. Encore que, en ce qui nous concerne, j'avais beaucoup de matériel parce que je fais de la chirurgie et que je fais de l'enseignement au niveau de la chirurgie. On a été approvisionné avant les gardes par le Conseil de l'Ordre. On allait donc à Versailles 2-3 jours avant pour aller chercher notre matériel et surtout préparer les salles. Plus de 270 chirurgiens dentistes ont été mobilisés durant le confinement. Rage de dents, traumatisme et hémorragie ont été les principales causes de soins. Nous avons institué un système de garde 7 jours sur 7 avec des régulateurs pour pouvoir enregistrer les appels de patients et les régulateurs distribués sur 3, voire 4, voire 5 binômes de garde. Il faut savoir que dans les binômes de garde, ce n'était que 2 chirurgiens dentistes puisque les assistantes ne pouvaient pas, bien entendu, exercer. Le numéro d'urgence a été composé plus de 5200 fois en 45 jours. Depuis le déconfinement, les 1034 praticiens ont repris leur activité dans le département. Dans l'actualité également, c'était il y a 4 ans, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, couple de policiers, étaient tués au couteau le 13 juin 2016 à leur domicile de Magnanville. Un attentat terroriste par un homme se revendiquant de l'État islamique. Samedi, Christophe Castaner s'est rendu dans les Yvelines pour l'hommage au commissariat de Mantes-la-Jolie où officiaient les 2 victimes. Le ministre de l'Intérieur a été accueilli selon l'AFP dans un climat glacial par une dizaine de policiers en pleine grogne de la profession suite aux récentes annonces du gouvernement. Symboliquement, des menottes ont été jetées au sol.
Toujours à Mantes-la-Jolie, c'était fin 2018, l'interpellation de 151 personnes suite aux manifestations lycéennes. La vidéo montrant les lycéens genoux à terre et menottés avait grandement choqué. L'enquête sur les conditions de cette arrestation est aujourd'hui au point mort. Le tribunal de Nanterre, chargé de l'instruction pour des accusations de torture et violences aggravées, a estimé être incompétent. L'affaire est donc renvoyée à la juridiction de Versailles. L'avocat du jeune à l'origine de la plainte a déjà indiqué qu'il comptait faire appel de cette décision. Pour rappel, une première plainte déposée pour violence policière par plusieurs familles et un syndicat lycéen avait débouché l'an passé sur un non-lieu après une enquête préliminaire de l'IGPN, la police des polices. 3 interpellations dans le cadre de l'enquête sur l'incendie du chapiteau de Chanteloup-les-Vignes. La sûreté départementale des Yvelines les a effectuées ce matin. Il s'agit de 3 hommes de 19 à 23 ans, tous soupçonnés d'être à l'origine du sinistre. L'un a été arrêté ce matin au quartier de la Noé, les 2 autres extraits de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy où ils étaient incarcérés pour d'autres faits. Le chapiteau de la Compagnie des Contraires avait été détruit par un incendie criminel dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019. J-13 avant le second tour des élections municipales, c'est le 28 juin prochain. À Guyancourt, Rodolphe Barry est la tête de liste d'Ensemble Agissons pour Guyancourt. Il s'est classé 2e à l'issue du premier tour. Nous lui avons donné 2 minutes pour vous convaincre. C'est que c'est une liste indépendante et d'intérêt communal. C'est une liste représentant toutes les sensibilités et tous les quartiers. Et puis c'est aussi une liste représentant la diversité de Guyancourt. Alors, le point fort de notre programme, ce sont nos 84 engagements. 84 engagements qui sont tous documentés, qui sont tous réalisables et qui sont tous mesurables. Alors, ils sont répartis en 5 grands thèmes: le cadre de vie, l'écologie, l'animation de la vie municipale, la jeunesse et les seniors. Et parmi ces 84 engagements, on a quelques projets forts comme par exemple la construction d'une cuisine centrale qui est synonyme de maîtrise des approvisionnements en circuit court et en produits bio également, pour permettre une alimentation beaucoup plus saine pour l'ensemble de nos écoliers. Vous avez également le centre aquatique. On souhaiterait construire un nouveau centre aquatique dans le quartier dit des Savoirs, en remplacement de la piscine actuelle qui est complètement sous-dimensionnée. La mise en place aussi de conseils de quartier, parce que c'est le seul moyen pour nous d'avoir un lien direct avec le quartier et de pouvoir discuter en amont de tous les projets qui concernent les habitants de chaque quartier. Et puis également un autre projet qui concerne le personnel communal avec la construction d'un nouveau centre technique municipal qui sera aux normes haute qualité environnementale et qui permettra une réduction des émissions de CO2 des activités municipales. Alors, elle est directement liée à la crise sanitaire que nous traversons. Notre équipe a continué à travailler pendant cette période de confinement et il nous est apparu important que les premières mesures que nous prendrions seraient à destination des familles guyancourtoises. Alors, la première chose qu'on ferait, c'est de mettre en place des programmes de soutien scolaire pendant cet été et puis des activités ludiques afin que cet été se passe de manière la plus agréable possible pour les familles guyancourtoises. À Voisins-le-Bretonneux, comme pour Guyancourt, les électeurs auront le choix entre 3 candidats pour le second tour. Olivier Afonso, tête de liste d'Unis pour Voisins, était 2e au scrutin après le premier tour. Présentation également en 2 minutes. Alors le plus de ma liste, ce sont les 6 jeunes qui ont 18 à 24 ans, qui nous ont rejoints pour faire bouger les choses. Je pense qu'il est essentiel, si on veut construire le voisin de demain, de le construire avec eux. Mon directeur de campagne a 21 ans. Donc j'ai décidé, moi, de faire la part belle à la jeunesse, qui me le rend bien, puisqu'ils apportent des idées nouvelles, ils ont une énergie débordante. Moi, je suis très fier de cette équipe. Le plus, c'est vraiment eux. C'est plutôt un ensemble de mesures cohérentes. Mon programme, il vise surtout à agir sur les principaux problèmes que nous avons à Voisins. Et ce sont des solutions concrètes. C'est un grand plan sur la circulation. C'est aussi des mesures comme une navette électrique pour pouvoir déplacer nos aînés et les personnes à mobilité réduite.
C'est le passeport culture, c'est 50 € pour les jeunes pour qu'ils puissent pratiquer une activité sportive ou culturelle, surtout en ces instants de crise sociale. Je pense que c'est extrêmement important de préserver, donner du pouvoir d'achat aux Vicinois. Et puis aussi, on aura aussi à reverdir notre commune qui est de plus en plus grise. Donc on aura un grand plan sur la végétalisation de notre ville. J'ai 2 décisions. La première, elle est symbolique, puisque ça fait très longtemps que je le demande. Je baptiserai le bâtiment de la police municipale Arnaud Beltrame. C'est quelque chose qui me porte depuis très longtemps et je n'ai pas été entendu malheureusement par la mairie. Et la décision politique sera de réunir plutôt les maires des villes voisines, des maires de Guyancourt, Montigny et Manille-les-Hameaux, avec des représentants de l'agglo, du département et de la région, pour mettre sur la table le sujet de la circulation, qui est le sujet pour moi prioritaire dans ce prochain mandat. Et en complément de ces présentations, nous vous proposons également des débats en vue du second tour des élections municipales. Première émission ce soir à 20h avec les candidats de la ville de Plaisir. C'est à voir sur TV 78 et à écouter sur les ondes de nos confrères de Radio Sensation Yvelines, fréquence 98.4. Un mot de sport à présent, direction l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Sidi Diallo, un marathonien de 65 ans, a parcouru ce dimanche 90 km sur place. Le coureur originaire de Montigny-le-Bretonneux a participé virtuellement en ligne à l'ultra-marathon des camarades en Afrique du Sud, l'une des courses les plus longues au monde, annulée cette année en raison de l'épidémie de coronavirus. Mélanie Poquet l'a interviewé après 1 heure de course. J'espère que ce sera comme une promenade. On verra d'ici 10 à 12 heures. Normalement, ça devrait poser aucun problème. J'ai déjà fait la course 3 fois en Afrique du Sud. En 2016, en 2017 et en 2018. Et Sidi Diallo a réussi finalement son pari. Il a réalisé les 90 km en 10 heures et 36 minutes. Bravo à lui. Avec la situation épidémique, les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines vont rouvrir partiellement. À partir de cette semaine, vous pourrez profiter d'un service de drive pour emprunter des documents dans certaines médiathèques du réseau. Quant aux contes et histoires qui sont à l'accoutumée et déclamés sur place, pas de panique. Ils s'invitent directement chez vous. Depuis mercredi dernier, plusieurs rendez-vous sont proposés en ligne avec les bibliothécaires du réseau. On en parle avec Marie-Pierre Caruel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable de la politique d'action culturelle pour le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Déjà, une première question, pourquoi proposer ces rendez-vous en ligne ? Alors, ces rendez-vous en ligne ont été proposés à la suite du confinement. Pendant le confinement, 2 mois sans le public, sans pouvoir proposer en direct des contes, comme on en a l'habitude et le plaisir d'en proposer. Et donc, les bibliothécaires se sont mobilisés pendant cette période pour proposer des solutions en ligne. Alors, on aurait pu se précipiter sur nos smartphones, sur nos tablettes pour proposer des solutions pendant le confinement. C'est pas le choix qu'on a opéré. Contrairement, il y avait beaucoup de propositions en ligne déjà sur cette période. On a préféré prendre le temps, nous organiser et proposer une solution de qualité. C'est-à-dire qu'on a vraiment des films qui ont été réalisés par des professionnels de l'image et donc une solution qui pourra être pérenne. C'est une solution que nous proposons actuellement jusqu'à la réouverture pleine et entière des médiathèques, puisque le service public va être partiellement proposé là avec une proposition de drive. Les médiathèques vont rouvrir progressivement à partir de juillet. L'action culturelle en elle-même ne va pas reprendre tout de suite. Donc on espère pouvoir reprendre normalement notre programme à partir de septembre. C'est pas le cas. Donc on va proposer ces comptes en ligne à raison d'un calendrier hebdomadaire, un peu comme d'habitude. On va en parler juste dans un instant. On a compris que c'était très progressif. Juste pour savoir ce qui était proposé d'habitude aux médiathèques, ces heures de compte, c'était proposé directement sur place en période normale. Avant le confinement, c'est comme ça que ça se déroulait.
Tout à fait. D'habitude, dans chaque médiathèque, enfin sur les 12 médiathèques de Saint-Quentin, vous pouvez assister à des heures du conte pour les petits, pour les grands, selon un calendrier hebdomadaire régulier. C'est vraiment le rendez-vous des médiathèques habituelles. Ouais. Et c'est un rendez-vous qui manquait aux enfants, aux parents. Ils vous ont fait remonter cette envie de revoir les contes réapparaître d'une certaine manière. Là, c'est proposé en ligne. Est-ce qu'il y a eu une attente de la part des parents et des enfants ? L'attente essentielle est quand même sur le service public, sur la proposition des documents, de pouvoir emprunter des documents. Je pense que c'est l'attente essentielle. Maintenant, on a eu des retours très positifs depuis la mise en ligne de ces contes, puisque nous avons déjà eu le retour, par exemple, d'une assistante maternelle, d'un papa qui nous dit que c'était vraiment formidable ce qu'on avait proposé. Je dirais que c'est plus une satisfaction qu'une attente vraiment crucial. On peut comprendre que c'est un peu la problématique aussi des solutions en ligne. C'est-à-dire qu'il y a pléthore de solutions en ligne. Maintenant, ce qui va faire notre différence, c'est que les enfants qui ont l'habitude de voir certaines bibliothécaires vont pouvoir retrouver les visages familiers. C'est un peu la différence par rapport à une offre qui ne serait pas locale. Et vous le disiez, ce sont des vidéos professionnelles avec de l'image en plus des contes, et aussi les bibliothécaires, vous en parliez, qui ont été mis à contribution, les bibliothécaires du réseau des médiathèques. Oui, tout à fait. Les bibliothécaires se sont mobilisés. C'est vraiment une attente très forte qu'elles avaient de pouvoir faire cette proposition à leur public. Donc on a une dizaine de bibliothécaires déjà qui se sont mobilisés pour participer à ces séances de contes. Alors, 3 ont déjà été mises en ligne depuis mercredi dernier. L'idée, c'est, vous en parliez tout à l'heure, de les proposer régulièrement jusqu'à une certaine période. Quel est le calendrier, justement ? Effectivement, actuellement, nous proposons 3 contes par semaine jusqu'à la fin du mois d'août au moins. C'est-à-dire que tant que les médiathèques ne sont pas rouvertes, nous proposerons cette offre en ligne. Et nous la garderons, c'est-à-dire que les contes sont dévoilés progressivement toutes les semaines. Vous avez 3 rendez-vous par semaine. Et pour les contes en fait qui restent libres de droit, donc à savoir les comptines, les jeux de doigts, les contes traditionnels, tous ces contes vont être proposés aussi sur le portail des médiathèques. Vous pourrez avoir accès au-delà de la période de programmation à ces contes via le portail e-médiathèque, avec une page dédiée spéciale pour ces contes en ligne. Et j'allais vous demander quels étaient les contes mis en ligne. Est-ce qu'il y a des contes qui se prêtent plus facilement à cet exercice de les dire en ligne finalement ? Est-ce qu'il y a une sélection qui a été faite pour cette mise en ligne ? Alors, la sélection n'a pas été différente de celle que l'on propose d'habitude. Je dirais que même les collègues ont essayé de retrouver l'interactivité qu'on a d'habitude avec un public présent, avec des comptines, par exemple, qu'on peut répéter à la suite de la bibliothécaire. Vous avez des contes qui sont dits, vous avez des livres qui sont lus, et dans ces cas-là, on a aussi l'image du livre qui est accessible et qui est incrusté en fait dans l'image, et donc au fur et à mesure que la bibliothécaire raconte, vous avez aussi les images du livre qui s'affichent. Et vous le disiez, donc 3 rendez-vous par semaine, là le prochain c'est... Alors le prochain c'est mercredi matin. Mercredi matin pour les petits. Là on vous attend dès mercredi matin. Et tous ces comptes à retrouver bien sûr sur le portail e-médiathèque. Merci Marie-Pierre Caruel d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes la responsable de la politique d'action culturelle pour le réseau des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Avant de vous quitter, ils étaient dans les Yvelines en fin de semaine dernière. Le duo de rappeurs toulousains Big Flo et Oli a tourné son dernier clip Insolent 4 à Carrière-sous-Poissy. 2 jours de tournage sur place à la carrière de la ville et boulevard Pelletier qui a été fermé à la circulation pour l'occasion. Les artistes, comme vous le voyez sur cette photo, ont été ensuite reçus à la mairie par Christophe Delrieux, le maire de Carrière-sous-Poissy. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à tous sur TV78.